Bienvenue à tout le monde. Alors, pour les mécanismes de la commercialisation de la santé, je vous présente des choses qu'on remarque dans les différents pays européens. On a la mise en péril des systèmes solidaires de santé et de sécurité sociale par les fondements du marché intérieur européen, la libre circulation, la liberté d'établissement d'installation, les libres prestations de services. Au début des années 90, le traité de Maastricht réaffirme avec force ses principes fondateurs de l'Union européenne. Et la Cour de justice européenne utilise aussi ces principes fondateurs comme base de ses jugements. On a aussi la libéralisation des services avec la directive Bolkestein. C'est la porte ouverte aux opérateurs commerciaux pour s'implanter et se développer dans le secteur de la santé. Il y a eu des crises multiples, crise financière, crise bancaire, emploi, dette, compétitivité. Et on a eu après des politiques d'austérité qui ont été générées par ces crises. Pour répondre à ces crises, justement, l'Europe mène des politiques d'austérité et on se souvient tous de la Grèce ou du Portugal qui se sont vus imposer des mesures économiques par la Troïka. Pour rappel, le Fonds monétaire international, la Banque centrale européenne et l'Union européenne. Le schéma généralisé qu'on peut voir en Europe, c'est vraiment la dégradation des financements par les politiques d'austérité imposées par l'Europe, le financement insuffisant des dispositifs de santé, l'augmentation des besoins. On a l'évolution démographique, par exemple, avec un vieillissement croissant des populations qui augmente les besoins en termes de protection sociale. On a la détérioration de l'offre sanitaire publique et de son accessibilité. Quand on parle d'accessibilité, on le verra un peu plus loin, on parle d'accessibilité financière, géographique, temporelle et culturelle. On assiste aussi à la mise en place en parallèle d'un système marchand qui est accessible aux personnes les plus solvables, à ceux qui ont les moyens, avec la sélection des patients et des pathologies. C'est un système qui revendique l'accès au subventionnement public sur base des fondements européens, donc ils ont droit eux aussi à ces subventionnements publics. C'est un système qui met en place un financement privé complémentaire. Les Pays-Bas connaissent bien le système des assurances privées. Et ça fragilise les services non marchands qui héritent du coup des soins les moins rentables, des patients les moins solvables. C'est la porte ouverte à la médecine à deux vitesses, où les publics qui disposent de moyens suffisants et qui sont prêts à payer le prix fort ont un accès rapide aux services qu'ils souhaitent, alors que les autres doivent se satisfaire des services publics qui se détériorent faute de moyens suffisants. Qu'est-ce qu'on peut observer comme mécanisme vraiment concret? On a la coupe ou le gel dans les dépenses publiques pour la santé et pour le social, avec un impact évidemment sur les salaires, sur les prestations remboursées, sur les niveaux d'investissement, infrastructures, matériel, etc. Un deuxième mécanisme, c'est la sous-traitance de services qui concerne surtout les services auxiliaires, services de nettoyage, services de sécurité, l'informatique, l'hôtellerie,
mais aussi tout le médico-technique, les labos par exemple, les services de radio. On a la privatisation des bâtiments, des installations, du matériel. Un troisième mécanisme, c'est la concession de services de santé ou de services sociaux à des fournisseurs privés dans un quasi-marché. La concession met en concurrence des opérateurs dans le cadre d'un marché public, les entreprises à but lucratif commercial avec des organisations publiques ou à but non lucratif ou d'économie sociale pour assurer un service dans une zone déterminée pour une période déterminée. Et puis, on a la liberté de choix. La liberté de choix qui couvre l'utilisation de mécanismes d'accroissement des choix des usagers concernant un fournisseur de services et ou une qualité du service. Ce sont les bons pour service, les vouchers, pour les soins personnels, pour des services à domicile, ou alors on a l'introduction de primes spéciales pour disposer d'un service de meilleure qualité ou d'un accès plus rapide à un service. Après, on a le nouveau management. C'est vraiment l'utilisation de méthodes de gestion du secteur privé, New Public Management. C'est la sélection de l'offre la moins chère au détriment de la qualité, l'introduction d'indicateurs de performance, des ratios de qualité ou le benchmarking, donc la comparaison du marché. La privatisation, elle peut être formelle, c'est-à-dire un changement de forme. Privatization can be formal, Ou ça peut être des fusions, des participations or the croisées, merging of privatisation du service services, ou d'une entreprise publique, public services, privatisation du matériel, privatized, des partenaires, material privatized, etc. O público-privado, contractuel ou institutionnel. contractual. On observe aussi l'augmentation des Observamos también la información de los Gli aumenti delle spese correnti, l'out of pocket, quindi è un apporto come et c'est aussi la porte ouverte au développement des assurances privées. On a la décentralisation et la régionalisation qui entraîne une solidarité de plus en plus difficile puisqu'on réduit le nombre de la population. Et enfin, la politique en matière de médicaments, c'est l'Europe qui définit le système des brevets, qui soutient financièrement la recherche des nouveaux médicaments au profit des sociétés pharmaceutiques commerciales. Il y a par exemple une initiative publique-privée qui a été lancée entre les institutions européennes et l'industrie pharmaceutique, dont la moitié du financement provient des contribuables européens. À ce niveau-là, après le Covid ou l'influence de la crise Covid, on a vu quand même des changements au niveau de l'Europe par rapport à ça. En mars 2020, par exemple, l'Europe a suspendu le pacte de stabilité et de croissance. En mai 2020, l'Europe a introduit une prescription commune à tous les pays qui est renforcer la résilience des services de santé. Pour 2021 jusqu'à 2026, ils ont créé un fonds de résilience dont l'accès est conditionné à un plan de relance national. Et dans le cadre de la recherche et de l'innovation, on a un nouveau programme qui est Horizon Europe, un programme 4. Alors, tout ce qu'on a pu observer là a évidemment des conséquences sur la santé publique. On a la dégradation de l'accessibilité. Une dégradation de l'accessibilité géographique, c'est la concentration des activités par spécialisation des sites et par regroupement, qui du coup éloigne l'offre de prise en charge pour les bénéficiaires.
L'accessibilité financière, c'est vraiment la part personnelle du patient qui augmente avec le développement des assurances privées. En 2007, déjà, 21% des citoyens européens déclaraient que les soins de santé étaient inabordables. On peut aussi parler du tourisme médical, par exemple. L'accessibilité temporelle, c'est clairement les temps d'attente, les listes d'attente qui s'accroissent dans le secteur public, alors qu'en parallèle, on a le développement d'une pratique de VIP qui bypasse les files d'attente via des consultations privées, évidemment plus chères. Et puis la question de l'accessibilité culturelle, c'est le formatage de la prise en charge via les pratiques de normalisation comparative qui ne permet plus une adaptation aux spécificités du public. La fragilisation de l'intégration des politiques de santé publique avec une exigence de rentabilité immédiate, une impossibilité de prendre en compte les déterminants de la santé, un retour sur investissement qui bénéficie au privé et un investissement dans la prévention qui, lui, est réalisé par le public. Comme conséquence aussi, on a la responsabilisation des patients. En fait, le fait de sélectionner les prestations, sélectionner les pathologies, sélectionner les patients solvables, ça entraîne une fragilisation accrue des opérateurs publics ou non marchands, et donc ça ne fait qu'alimenter un cercle vicieux. On a aussi le déplacement de la responsabilité vers le bénéficiaire, à qui on dit que finalement, c'est son attitude qui fait qu'il a besoin de soins. Donc, on a une culpabilisation et c'est la conséquence de la fragilisation des dispositifs de protection sociale. On a évidemment une diminution du bien-être de la population, mais le plus bel exemple de ça, c'est le modèle des États-Unis où les niveaux de protection sociale où le niveau de protection sociale est assez faible par rapport au coût que le bénéficiaire doit payer. Donc, on n'est pas avec une médecine qui est si performante que ça au niveau des États-Unis. On a ensuite la dégradation des conditions de travail du personnel de la santé, amplification du dumping social, effritement du cadre réglementaire, et le personnel devient clairement une variable d'ajustement aussi bien en nombre qu'en coût, puisqu'évidemment, dans ces secteurs-là, le personnel, c'est une grosse partie des dépenses. Et avec la pandémie, on a quand même pu observer, en tout cas dans certains pays, de façon très, très notable, un effondrement du système de santé publique au profit du privé commercial, l'accessibilité qui s'est encore réduite au niveau des services de santé, le report de soins qui s'est accru, et on a une chute du taux d'occupation dans l'hébergement des personnes âgées, par exemple, avec une compression des coûts pour maintenir, dans ce cas-là, les marges bénéficiaires pour les actionnaires. Au niveau du personnel, clairement, on a un épuisement important du personnel avec une souffrance physique et psychologique allant jusqu'au burn-out. Les taux de burn-out ont explosé. Un accroissement et une généralisation de la pénurie de personnel due à l'absentéisme, mais aussi à des démissions et à un changement de l'orientation professionnelle. Voilà. Merci.